Retour sur le plateau Equinoxoir, toujours en compagnie de Emmanuel Lebon Afana, Hilaire Zipan et Joseph René Mboutouzé. Joseph René Mboutouzé, vous avez vu le nouveau Samuel Vondoayolo? Il faut être courageux pour faire ça. Il faut avoir le mauvais esprit. Comment ça? Oui, parce que il y a des gens qui choisissent toute leur vie de s'écarter de la norme et qui décident de trouver leur mot de subsistance là-dessus. Il faut le regretter, parce que si ça devenait comme ça par tout le monde, le Cameroun va finalement devenir une jungle. Et puis moi je suis quand même étonné qu'il ait réussi des escroqueries jusqu'à hors du Cameroun. Et d'une quelconque manière, ça me rassure de ce que les autorités camerounaises sont donc autant respectées à l'extérieur, parce que vous soyez un plénipotentiaire d'un autre pays et que vous acceptez de vous soumettre à une demande d'une autorité camerounaise, ça veut dire que les autorités camerounaises à l'extérieur sont vraiment plus... Non, vous, à la place de l'ambassadeur du Niger en France, là, il appelle et il dit qu'il est Samuel Vondoayolo, il parle à l'ambassadeur du Niger en France. Oui, il faut me dire que... Est-ce que vous pouvez douter, vous pouvez résister? Non, il faut que Samuel Vondoayolo soit déjà un personnage respecté par ses pairs extérieurs, parce que si ça avait été une autorité lambda qui n'a de respect de personne, alors on donne une fin de non-recevoir. Donc lorsqu'il est réussi comme ça, c'est la crédibilité de l'État du Cameroun et la crédibilité du personnel Vondoayolo qui est mise en exergue. Donc sur ce plan-là, ça me rassure que nos autorités sont respectées à l'extérieur, notre pays est respecté à l'extérieur, mais ce n'est pas une raison pour que des compatriotes se donnent à ce genre d'activité malheureuse. Emmanuel, bon, je vous pose la même question, il faut être courageux, ou bien il faut autre chose en dehors du courage? Non, moi je voudrais voir plutôt cela dans un autre aspect. Oui, ça pose deux problèmes. Celui de la fragilité des interfaces. Parce que réussir quand même à obtenir le numéro de téléphone, le contact téléphonique d'un ambassadeur, qui plus est du Nigeria, du Niger, merci, appeler le FMI, appeler des organisations internationales, réussir à obtenir des contacts personnels de ces organismes-là, c'est un peu très compliqué. Les contacts sont cachés? Bon, voilà pourquoi je parle de fragilité des interfaces. Parce que nécessairement, il est passé par Internet pour avoir ses contacts. Et le deuxième problème que cela pose, c'est celui de la résurgence de la cybercriminalité. Il faudrait vraiment, véritablement, qu'au niveau de l'État du Cameroun, que des mesures de sécurité, de cybersécurité soient extrêmement renforcées et que, et naturellement, on va peut-être le relever pour le déplorer, que ce soit encore un Camerounais qui soit mis au devant de la scène d'une manière assez malheureuse, d'une manière assez déconcertante. Donc on ne saurait encourager ce genre d'action. Ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Heureusement que notre police camerounaise a mis la main sur cet individu, parce qu'il aurait pu toucher, vous voyez, il s'apprêtait à recevoir des centaines de millions des autres organisations internationales. Donc, heureusement que la fin a été plutôt heureuse, parce que les forces de maintien de l'ordre ont pu mettre la main sur cet individu qui croupissait déjà en prison. Vous voyez donc que même au niveau de la prison, il faudrait que des mesures de sécurité soient renforcées. Comment est-ce qu'un prisonnier peut arriver à avoir un téléphone portable et mener ce genre d'activité depuis la prison? Donc, il faudrait qu'à ce niveau également, que les mesures de sécurité soient renforcées, que le contrôle des détenus soit renforcé, que la prise en charge, la prise en main des détenus dans nos pénitenciers soit également renforcée. Il est épais, ça pose un problème. Ça engage aussi la responsabilité du régisseur de la prison de Kodengui à Yaoundé. Moi, je pense que
C'est-à-dire, il a un téléphone, c'est interdit, le téléphone. Il est extrêmement délicat de se prononcer sur ce genre de dossier. Pour 2 raisons. D'abord, la première, on est en relation internationale. Je ne sais pas s'il n'y a pas un code pour les autorités camerounaises de pouvoir actionner leurs responsabilités au niveau de la relation internationale. Ça me pose un problème. Puis la deuxième, c'est le lieu où il se trouve pour pouvoir actionner cela. Oui. Voilà, ces 2 éléments-là me restent un peu dubitatifs. Bon. Je prends le coup, mais je me questionne, parce que quand même, directeur de cabinet de la présidente de la République n'appelle pas comme ça. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il le fait sans code? Est-ce que il y a des séries de questions. Le problème, c'est celui qui... Est-ce que vous pensez qu'il... L'ambassadeur qui décroche un coup de fil, oui, on lui dit que c'est le directeur du cabinet civil. Ayolo, c'est le directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Oui, je dis l'ambassadeur du Niger qui... Au bout du fil, on lui dit, je suis qu'est-ce que l'ambassadeur du Niger a comme élément? Est-ce qu'il joint un ambassadeur si on ne peut passer par son homologue ambassadeur? Il y a des codes quand même. Il y a quand même des codes dans ce genre de truc. Je pense que l'ambassadeur de France aurait pu bien, l'ambassadeur du Cameroun en France aurait pu bien appeler son collègue, dit, j'ai mon chef qui va devoir t'appeler. C'est son chef quand même, le directeur de cabinet civil du président de la République. C'est quand même une fonction quand même extrême. Pour peu qu'ils signent un document, les gens prennent ça pour payer comptant. Non, cela montre un peu la fragilité au lieu de se gargariser que c'est une réussite, mais non, je pense pas. Je préfère ne pas aller loin. Je préfère ne pas aller loin dans l'analyse. La personne handicapée, hein, ça pose un problème? Non, mais... Bénéficier de circonstances atténuantes? Quand vous voyez... Non, mais parce qu'on a vu, j'ai suivi les réactions ici. Non, on dit, il n'a pas un handicap, mais il n'a pas un handicap majeur. Et puis, oui. Là, il s'agit de lutter contre la cybercriminalité. Oui. Parce que si on applique des tolérances à ce niveau, ça peut encourager d'autres handicapés à rentrer à oui, mais en même temps, tu dis que ça donne la crédibilité pour celui qui appelle, pour ceux qui l'ont. Attends, tu sais, il faut... entre deux, là, c'est pas bien. Dans une analyse soit, hein, il faut toujours savoir que comme on peut avoir des difficultés, on peut aussi avoir des facilités. Comme on peut avoir des menaces, on peut avoir des opportunités. C'est certes une menace parce que c'est criminel, mais en ça, nous voyons quand même que l'opportunité qui se dégage là, c'est que si les gens réagissent de façon spontanée à l'extérieur du Cameroun, à la demande d'une autorité camerounaise... Pour l'argent? Non, ça confère... Non, pour l'argent? Écoute un peu. Non, mais vous me dites... Non, il appelle l'ambassadeur pour dire pour l'argent? Mais quelle que soit la raison, je vous dis que si on vous appelle et la personne vous dit Monsieur Mboutou, si vous répondez, c'est que vous avez la considération pour moi. Cela va de soi. Si vous n'avez aucune considération pour moi, vous allez directement renvoyer la personne tout de suite. Il y a des codes. Mais je voudrais dire que si à l'extérieur, il y a des hautes autorités à l'extérieur qui tombent dans ce piège, cela participe d'abord de la relation d'estime qu'ils ont vis-à-vis de l'autorité camerounaise. Et s'ils ont cette relation d'estime vis-à-vis de l'autorité camerounaise, c'est qu'ils ont une relation d'estime vis-à-vis du Cameroun et du peuple camerounais. Mais maintenant, puisque quand ils réagissent, ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Voilà. Et maintenant, l'arnaque dont ils sont victimes n'engage en rien la crédibilité de la personne par dont qui l'identité a été usurpée. Dont été usurpée, puisqu'ils savent que c'est une arnaque, une cybercriminalité. Mais au moins en termes d'opportunités que nous regardons là-dedans, dans cette action, c'est que les autorités camerounaises sont prises au sérieux à l'extérieur. Il y a des codes en relations internationales. Oui, bien qu'il y ait des codes, voilà justement. Oui, raison de plus que bravant ces codes. Comment il a fait pour savoir les codes, pour connaître comment ça se passe dans ce genre de trucs? C'est tout ça. Dans les cas, je préfère ne pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de la fragilité. Je suis en train de vous dire que si vous, Hilaire Zipan, vous donnez suite à une action comme celle-là, c'est que au fond, en toile de fond, vous faites confiance à la personne qui se présente comme telle, puisque vous n'êtes pas supposé savoir que c'est une arnaque. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que si quelqu'un vous appelle à mon nom un jour, Hilaire, et que vous réagissez de façon spontanée sans prendre des précautions, c'est que vous avez une totale confiance en moi
et un total respect vis-à-vis de moi. Je dis donc que c'est un indicateur que des personnalités extérieures respectent les personnalités camerounaises. Vous pouvez ne pas accepter que ce soit un indicateur, mais c'est quand même un indicateur. Sauf que, Emmanuel. Monsieur Mboutou, nous sommes à l'ère de la cybercriminalité. Et lorsqu'on est à cette ère de cybercriminalité, de résurgence et même de résilience de la cybercriminalité, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qu'on doit mettre en place pour encadrer nos actions. On ne peut pas m'appeler un matin, on me dit « Monsieur Mboutou, je suis Monsieur Mboutou » et puis je ne cherche pas à me référer à Monsieur Mboutou, connaissant par exemple son numéro personnel. Ça dépend du niveau d'impact que selon là vous faites au moment où vous recevez ce coup de fil. Quel que soit le niveau d'impact, dans ce genre d'affaires, on se rassure quand même qu'on a affaire à Monsieur Mboutou, effectivement. Les codes de relations internationales. Et justement, monsieur il parle de codes en relations internationales. Chaque État a un code. Ça enlève le fait que si la personne n'a pas réagi, c'est parce qu'il y a une relation d'estime élevée vis-à-vis de la personne qui se présente comme telle. Il intervient, il contacte ces hautes personnalités-là en tant que DCC. Oui. Mais je voudrais vous poser... Il n'y a pas de DCC. Et comme dit monsieur Mboutou, en quoi l'hypothèse du respect de... En quoi l'hypothèse... Parce que il faudrait quand même que dans ce genre d'affaires, que l'on se rassurera que la personne que nous avons... C'est la leçon que vous donnez... La leçon que vous donnez à la personne... La leçon que vous donnez à la personne qui est anarquée, non? Nous sommes là à la fois pour analyser, mais aussi pour proposer. Est-ce que malgré l'analyse Monsieur Mboutouzé dit ceci. Lorsque quelqu'un prend le téléphone, il vous appelle, vous êtes l'ambassadeur du Niger en France, on vous dit que c'est monsieur Mvondo Ayolo, le DCC du président Biya qui appelle. Vous faites comment? Vous ne décrochez pas? Je décroche, je suis d'accord, je décroche. Et comme il dit, c'est par rapport à la considération... C'est parfois la considération qu'on a pour M. Samuel Mvondo Ayolo. C'est pour ça que l'ambassadeur décroche. Le problème ne se trouve pas sur décrocher ou pas décrocher. Oui. Le problème se trouve au niveau où des transferts d'argent commencent à être effectués. Non, là n'est pas là. Quand on fait un transfert d'argent dans un compte, je pense que vous refusez de... dont le titulaire n'est pas véritablement celui qui nous a contactés. Comment est-ce qu'on peut justifier ce type de transfert? Est-ce que vous avez bien suivi le reportage? Le reportage a dit que même quand vous faites le dépôt Orange Money, ça signale dans le compte que vous déposez que ça appartient à M. Mvondo Ayolo. Et puis je dis, si c'est vous, à l'instant-ci, qu'on nomme DCC au Cameroun actuellement, les gens, ces partenaires extérieurs n'allaient pas se comporter de la même manière. Parce que laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que M. Mvondo Ayolo a été ambassadeur du Cameroun au Gabon, ambassadeur du Cameroun en France. Donc il a un spectre de connaissances qui est très large. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un volume... un carnet d'adresse fourni. Au-delà d'un carnet d'adresse, je voudrais dire que... raison pour qu'il prenne beaucoup de précautions. Est-ce que c'est lui qui en a... Non, vraiment. Ce n'est pas lui qui doit prendre les précautions. L'interlocuteur, je vous dis donc que l'interlocuteur est berné par le poids de la considération qu'il a vis-à-vis de la personne. C'est trop facile. C'est trop facile pour nous. Bon, et pourquoi il agit donc sans prendre des précautions? Non, il n'agit pas sans prendre de précautions. Pourquoi il agit sans prendre de précautions? Il usurpe sans prendre de précautions. Sans prendre de précautions. La personne qui donne, qui reçoit et qui réagit à la demande de façon favorable. Non. Pourquoi elle agit, cette personne agit sans prendre des précautions donc? Moi, je vous dis que la seule raison, c'est la crédibilité. La crédibilité que Siem Mvondo Ayolo a sur le plan international. Et si Siem Mvondo Ayolo a cette crédibilité sur le plan international, il faut mettre ça à l'actif. Non, il doit prendre des précautions. À l'actif du gouvernement camerounais dans son ensemble. Il doit prendre des précautions. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé de la fragilité de nos interfaces. Bon. Tous les cas, c'est un sujet assez délicat. Voilà, justement. On vous a interrompu avant le 20h.
Voilà, sur cette... Où il expliquait que la violation de il la expliquait loi que est une norme. Voilà, comme peut violer la loi est une norme pour résoudre les problèmes. Permettez Alors que nous sommes dans un état de droit. Je vous en prie. C'est du génie, ça. Joseph René C'est Mboutou, du génie du management. Il ne comprenait pas que entre deux camarades, Oui. que ça puisse se faire. Non, c'est vraiment difficile de l'accepter. Hein. Oui. Surtout vos camarades, il faut le préciser. C'est vraiment difficile de l'accepter. Mais avant de... Je vais bifurquer 2 secondes rapidement. Encore, vous voulez... Rapidement. Merci. Pour dire à Hilaire que on ne peut pas toujours se conformer de façon stricte Exact. à la réglementation. Au RDPC. Sinon l'État, laissez-moi parler. Sinon l'État, qui est le garant de la réglementation, l'État qui a le monopole de la violence légitime, n'allait pas de tolérance administrative. Voilà, pour cela, ce qu'on appelle la tolérance administrative. L'État, si on prend l'exemple du désordre urbain, on dit les gens ne doivent pas s'installer sur la route. Voilà. Si l'État tolère, c'est parce qu'au fond, ils savent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait tout ce qui était l'aveu d'échec. Non, ça n'a absolument rien à voir. d'échec. Je suis en train de vous dire que le nouveau management public au Cameroun est basé dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Oui. Ça veut dire que... En violation des lois. En violation des dispositions légales. Non, je suis spécialiste en management public. C'est ce que je dis. Allez-y, Joseph René. C'est ce que je dis. Et tout le monde écoute qu'il faut violer les lois. Gestion axée. Je n'ai pas dit qu'il faut violer les lois. Bon, gestion axée sur les résultats. Ça veut dire que la primeur d'abord pour un manager public, c'est l'atteinte de l'objectif. Et je dis que l'objectif public, c'est le bonheur public, c'est le bien-être public. Toute action qui gagne en légitimité parce qu'elle permet au manager public de réaliser tous les objectifs de bonheur public. Même en violation des lois. Mais à ce niveau, lorsqu'il s'agit du citoyen, la légitimité est au-dessus de la légalité. Je dis que lorsqu'il s'agit de la satisfaction du citoyen, la légitimité devient au-dessus de la légalité. Et je vous dis que les actions prioritaires pour tout manager public sont des actions qui permettent d'atteindre l'objectif de bonheur public, l'objectif de donner du bonheur aux citoyens. Et vos camarades qui se battent. Et je disais que je trouve quand même absurde que dans un environnement où tous ces responsables publics, que sont les maires, appartiennent à un seul et unique parti, et un parti où il y a quand même une dispute qui est incarnée de façon séculaire, se retrouvent dans des spectacles de ce genre. Moi, je pense qu'ils doivent, par solidarité et par respect du parti qui les a investis, éviter des spectacles désolants. Parce que il n'est pas normal qu'on détruise un édifice public qui est bâti et qui doit servir pour le bonheur des Camerounais. Je reste avec vous, Joseph René. Est-ce que l'élection, le mode, la façon avec laquelle ces personnes sont arrivées à ces postes, ça ne joue pas? Non, vous savez que parce qu'on sait comment ça s'est passé pour les maires des villes, pour ceux-là qui sont les maires des communes d'arrondissement, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plus légitimes sont plus légitimes que les maires de ville? Il faut d'abord savoir que lorsque vous êtes des conseillers municipaux, si le peuple vous a désigné comme conseillers municipaux, vous avez toute la présomption de compétence pour pouvoir diriger la mairie. La présomption de compétence. Ça veut dire que chacun des conseillers peut devenir maire ou maire de la ville. Donc il faut d'abord aller sur cette base-là. Et en plus, la meilleure façon d'aller vers une véritable démocratie participative, c'est arriver sur des consensus. C'est lorsqu'on ne peut pas arriver sur des consensus, normalement qu'on doit aller vers des élections. Mais dans le cadre du RDPC, c'est souvent sur la base des consensus. Parce que les gens pensent que lorsque les élections ne sont pas faites au niveau du management des mairies, c'est parce qu'il y a une absence de démocratie. Mais c'est de façon consensuelle que cela est fait. Et en respect avec la vision globale du parti. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les maires n'appliquent pas leur programme, mais les maires appliquent le programme qui est le programme porté par le président de la République, qui voudrait que le Cameroun, à l'horizon 2035, soit un pays uni dans sa diversité, démocratique et émergent. Et c'est cette vision d'ensemble-là que tous les managers
qui accompagnent le président dans l'atteinte de cette vision doivent toujours avoir en esprit que nous sommes là pour construire un Cameroun qui doit devenir émergent. Okay. Voilà. Et les batailles donc à l'intérieur de cet appareil ne peuvent pas permettre d'avoir l'optimum de cette action publique qui doit conduire le Cameroun vers l'émergence. Donc en 2030, le président Paul Biya sera là. Justement, Emmanuel, justement, parlant de ces batailles, parlons de ces batailles en interne. Quel spectacle, une fois de plus. On ne va pas parler de Bankanté ce soir, restons sur Yaoundé. Comme il a dit lui-même, à l'intérieur d'une même formation politique, deux camarades s'offrent un spectacle comme ça, comme on a vu à Yaoundé 7 et à Yaoundé 6. Oui, avant, je vais d'abord revenir sur un aspect qui a été dit tout à l'heure. Je pense que dire ici ouvertement que parce que pour le souci de management, on doit piétiner la loi parce qu'on veut satisfaire un objectif que l'on s'est fixé dans son programme d'action. Je pense que c'est suffisamment grave de le dire. Parce que l'État, qui se veut un État de droit, se veut un garant du droit positif, se veut un certain encadrement dans la gestion, dans l'organisation des affaires publiques, qui à la base est encadré par la loi. Si on doit donc violer les lois, parce qu'on veut peut-être donner à boire à un citoyen, je pense qu'on se retrouve dans un état anarchique. Le souci, certes, en management, c'est l'humanisation du service public. Pour le cas du management public, c'est l'humanisation du service public, c'est mettre l'homme au centre des politiques administratives, mais il ne faut pas oublier que cela doit se faire dans le strict respect de la loi. Lorsque je l'ai dit donc, je reviens sur vos questions. Sans être un politique ou n'appartenant à aucune formation politique, je voudrais qu'on comprenne ici que il est quand même bizarre qu'au sein de la même formation politique, même si certains vont justifier cela comme relevant de la démocratie ou de la multiplicité des vues à l'intérieur d'une association, il est quand même bizarre que des partis politiques qui se veulent une certaine discipline, qui se veulent une certaine profession de foi, et là je parle sans indexer un parti politique quelconque, qui se veulent une certaine profession de foi, une certaine vision du Cameroun, se retrouvent en train de mener des batailles à l'interne. Cela soulève donc le problème de la subjectivité ou celui de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général qui devrait plutôt animer l'ensemble des maillons du politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de... Vous avez soulevé le problème avec la mairie de Yaoundé 7e, vous avez soulevé le problème de la mairie, de l'élection du maire de Banganté et autres. Je crois que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Lorsqu'une décision vient du comité central, elle doit absolument être implémentée au niveau de la base. Parce qu'au niveau du comité central, on a déjà pris des dispositions de consultation de la base, à travers des mécanismes de sondage, à travers des mécanismes de primaire, si jamais il y en a. Mais généralement, dans la logique politique, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, lorsqu'on arrive donc à une position où le comité central dit ceci et une certaine frange de la communauté dit autre chose, on s'interroge quand même sur la logique. C'est toujours les travers de la démocratie. On s'interroge quand même. C'est toujours ça, les travers de la démocratie. Je suis d'accord, sauf qu'en démocratie... La démocratie n'a pas de limite. Hein. Je suis d'accord que ce sont les travers de la démocratie. Voilà. Mais lorsqu'on est ancré dans une association, on se conforme aux règles de cette association. Le débat qui doit se faire dans cette association doit répondre aux objectifs de l'association. C'est de ça qu'il s'agit. Si on n'est pas d'accord avec les objectifs qui sont implémentés par la hiérarchie de cette association, on s'écarte simplement. J'ai pas de consensus et non d'un état de siège. J'ai dit que la première... Utilisez le mot que vous Le premier objectif, c'est le consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, alors on peut aller vers d'autres choix. Mais d'abord, le premier choix, dans un parti où il y a la discipline, c'est le consensus. Bon, quand on parle de discipline, j'ai parlé de débat interne. Ça dit qu'il y a eu consensus au niveau du comité central, que c'est elle qui doit être placée à telle place.
le système des investitures. C'est ça, non? Alors, lorsqu'on investit... Nous sommes à Yaoundé, hein. On n'est pas à Banganté. Je ne parle même pas de Banganté, je parle de manière générale. Oui. Lorsque on a investi quelqu'un, alors la base se plie à l'investiture qui vient de la hiérarchie et on supporte simplement. C'est ça la discipline du parti. Alors, une fois qu'on a des sons discordants, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont une seule voie de sortie. Ils s'écartent et ils vont créer leur formation politique comme beaucoup en ont fait. Il faut leur dire ça, alors, d'aller créer leur formation. Ilyas Dipan, on va parler en quelques minutes des espaces verts. On a vu du côté de Bonamoussadi, on a prévu des espaces verts là-bas, Denver, en face station Tradex, mais on a vu des choses s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais dire à mon ami Mboutou que nous faisons la politique tout en respectant les dispositions légales, quand bien même elles ne sont pas en conformité avec nos aspirations. Merci. Quand bien même elles ne sont pas en conformité. Je ne vais pas parler de politique, je vais parler de management. C'est deux choses différentes. Une société, par essence, elle est organisée. Et une société qui est organisée a des règles. Et une société qui a des règles a des lois. Et une société qui a des règles a également des lois, elle a également des décrets. Le management n'est pas ex nihilo à la société. Ce n'est pas l'envie du management qui définit la société. Ce sont les règles de la société dans lesquelles le management vient s'opposer. Je vais te faire un cours de l'organisation sociétale ici. Je vous ai demandé de me donner la différence entre un administrateur et un manager. Et tout à l'heure, j'ai pris la peine de vous donner la différence entre un administrateur et un manager. Ce que vous dites là, c'est purement l'administration. Et c'est pour cela que nos pays... Je ne suis pas un administratif. Je suis un politique. C'est ça qui amène l'inertie. Je suis un politique. Je ne suis pas un administratif. C'est ça qui amène l'inertie. Je ne suis pas un administratif. Un manager est là pour atteindre les résultats. Voilà l'objectif premier d'un manager. Quand bien même il viole les lois. C'est ce que vous venez de nous dire. En mon Dieu, vision. Si la loi... Que le RDPC peut violer les lois... Non, et on atteint les objectifs. Voilà, vous parlez du RDPC. Non, c'est ce que vous venez de dire. Du RDPC. Permettez, vous venez de le dire là. De RDPC. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire. En mon Dieu, vision. J'ai parlé du RDPC. Vous avez dit quoi? Non, mais... Que manager. Je parle de l'honnêteté intellectuelle. Oui, que le manager. Je parle de manager, vous me parlez du RDPC. Oui, mais le manager. Je dis tout manager. Oui. Et je voudrais vous rappeler. Oui, vas-y. Je voudrais vous rappeler que tous les managers camerounais ne sont pas du RDPC. Oui. Bon, alors, et quand deux camarades du même parti se battent, il vient de vous le dire. Quand deux camarades du même parti se battent, sur le prisme de l'administration et du management, c'est quoi? Non. Deux camarades du même parti. Et le parti en question, c'est le RDPC. J'ai dit ces managers qui sont des maires. Mais alors, mais ils sont pas dit les mêmes choses, quoi? Doivent avoir un cœur de servir. Mais il faut les faire les séminaires. Hein? D'abord le citoyen. Il faut faire les séminaires, non? Les citoyens, eux, il faut faire les séminaires. Bien, alors je réponds à votre question. Non, mais j'aimerais seulement dire que parce que non, quand on est devant une chaîne de télévision aussi écoutée devant le monde entier, il ne faut pas accepter des aberrations pareilles. Je vous donne des paradigmes nouveaux. Vous ne les détenez pas. Je vous parle là en tant qu'expert en management public. Je vous donne des paradigmes nouveaux que vous n'avez pas. Et pour autant. Voilà. Et pour autant. Bon, maintenant, si vous refusez de prendre la leçon, ça vous regarde. C'est bien. Il faudrait mieux faire à vos camarades du RDPC. Qui, au vu de l'occasion, nous donnent l'occasion de démontrer qu'ils sont des incapables. Voilà ce qu'il veut dire. Vous cherchez tout petit moyen pour dire n'importe quoi au RDPC. C'est pas grave. Et je sais que mais la preuve est attestée que... Les petits partis d'opposition n'existent que pour dire des choses. Tout à fait vrai. Merci. Tout à fait vrai. Et les inepties sont dites toujours au RDPC. Merci. Bien, je reviens donc à la question. En ce qui concerne les espaces verts. Oui, les espaces verts. 30 secondes, rapidement. Une ville se définit par une organisation, certainement spatiale, par une géographie. Et ces espaces-là concourent au bien-être de l'ensemble des populations. On a constaté ces derniers temps-ci que ces espaces-là, pour la plupart, sont occupés, soit abusivement, et on peut questionner la procédure dans la manière où elle est faite. Il est sans ignorer qu'il y a un espace public de l'État, il y a un espace privé de l'État, et parfois, entre les deux éléments, on utilise parfois l'astuce d'un pour pouvoir occuper l'autre. Je prends le cas le plus évident. Les cités telles qu'elles ont été construites, prends le cas de Bonamoussadi ou la cité verte à Yaoundé, ont été définies par des architectes qui ont trouvé que pour aérer l'habitation et du bien-être, il y avait de l'espace. Il est regrettable aujourd'hui que cet espace-là soit occupé. Mais pour la plupart des fois, le mécanisme de l'occupation pose question, amène des interrogations. En ce sens que, quand vous prenez la SIC, il appartient bel et bien à l'État. Et la ministre a un conseil d'administration.
Elle a un référentiel qui est la tutelle. Et pour le cas d'espèce, c'est le ministère de la Ville. Et de l'autre côté, vous avez complètement la communauté qui gère cet espace. D'où vient-il que, entre la tutelle de l'État qui accepte que la dérive se fasse pour l'occupation anarchique et l'espace même occupé par ces populations-là, au moins, parfois ça n'a pas tenu compte de la règle de la planification, il y a des questions. Je prends le dernier cas, celui de Bouna Moussadi. Il est dit très clairement qu'à côté des stations-service, des habitations en hauteur ne doivent pas être faites. Mais vous voyez, à côté d'une station-service, il y a des immeubles qui sont faits en hauteur. S'il y a un pépin, comment on s'en sort? Donc il y a ces questionnements-là que l'on pose à suffisance et dans lesquels les insuffisances des dispositions légales permettent à ceux qui sont généralement en fonction de le faire. Le dernier élément qu'on dit, c'est que, bien entendu, au grand dialogue national, il a été dit, et jusqu'à maintenant n'est pas implémenté, que les maires doivent participer de la rétrocession des espaces dans leur circonscription de compétences. Et je pense qu'en ce sens-là, mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que ce sont ses propres maires qui aujourd'hui occupent cet espace. Ça veut dire qu'ils peuvent en même temps demander quelque chose qu'on leur rétrocède et c'est les premiers à foutre eux-mêmes le désordre. Je pense que c'est cette incongruité-là qui pose le problème dans la ville de Douala. Oui, merci, Lerzipan. S'il te plaît, rapidement. Rapidement. 30 secondes. Oui, je voudrais dire que un manager sur la technologie, sur les mouvements de l'environnement, un manager prend les risques. Un manager prend les risques. Ne pas respecter une disposition légale pour atteindre un objectif, c'est une prise de risque. Merci, et lorsque vous êtes en situation de management, vous devez prendre des risques. Parce que vous ne pouvez même pas innover. C'est ça. Si vous êtes faire le séminaire à tes camarades. Vous ne pouvez pas innover si vous êtes enfermé. C'est beaucoup plus eux qui ont besoin. Merci. Ils ont beaucoup plus besoin. Merci, Joseph René. Tes camarades ont plus besoin. Merci, Lerzipan. Merci à vous. Emmanuel Bon Afana, merci d'être venu. C'était votre première. Madame, monsieur, rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Colbisson.